essayer toujours d'améliorer la mise en œuvre, disant on va essayer de développer plus vite parce qu'on a compris, utilisé par la théorie pour préparer au résultat expérimental et en se disant on va plus vite vers le bon résultat parce qu'on a su calculer en amont ce que devait être le matériau idéal. Et donc bien comprendre la relation entre la structure, les propriétés et j'y rajouterai l'usage. Ah là, je suis trop content. C'est ça, structure propriété, c'est exactement ça. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Mike. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Dromia Matériaux, votre podcast sciences, matériaux et développement personnel, propulsé par l'atelier Alexandre Créative. Aujourd'hui, messieurs, dames, j'ai le plaisir d'inviter une personne qui compte pour moi beaucoup, qui a compté énormément pour moi et qui compte encore également parce qu'il a autant mon respect scientifique que le respect de la personne qui lui est due. Je vous présente Christophe Deraille, le rapporteur de ma thèse. Christophe, bonjour, comment tu vas? Bonjour Mike, eh bien écoute, je vais très bien et je suis ravi d'être à tes côtés aujourd'hui. Ça a d'abord été une surprise et puis un vrai plaisir de te retrouver dans des conditions un peu différentes que la première fois, qui au demeurant avaient été très agréables, hein, Merci toujours un beaucoup. plaisir d'abord d'aller dans ce laboratoire et de t'écouter. Donc, je suis ravi d'être en face de toi aujourd'hui. C'est très gentil, merci. Et je me permets également, comme Christophe l'a dit, je fais un coucou au laboratoire du CIRIMAT, équipe physique des polymères. J'espère qu'ils écouteront ce podcast. Et merci pour tout. Alors on enchaîne sur tout ça. Bah, Christophe, c'est un plaisir voilà, de t'avoir ici avec moi, où là je peux te poser des questions. C'est mon tour. C'est mon tour Aïe, de te aïe, poser aïe, des aïe, aïe, questions. aïe, 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 Non, aïe. je me mangerai pas. Parce et très sincèrement, il n'y a pas eu lieu d'être. Les questions de ma thèse étaient vraiment pertinentes et remarquables. C'était un plaisir d'y répondre. Et si j'étais peut-être pas en capacité d'y répondre sur certains points, ça m'a beaucoup enrichi pour savoir comment structurer ma pensée, comment, comment aller de l'avant. Et ça, c'était incroyable. Voilà, c'était une expérience incroyable. J'ai pas le souvenir de beaucoup de trous dans la raquette au moment de l'oral. Non, non, Ah, ben c'est très gentil. c'était un Ça, beau travail. c'est mon C'est un beau côté travail. modeste. C'est mon côté modeste de toujours me remettre quand même en question, de me dire, bon, on peut toujours faire mieux. C'est mon côté, vient de ma personnalité. Christophe, je vais te poser la première question. Ben, déjà, pour te présenter, présenter ton parcours, ce que tu as fait. On peut même commencer du baccalauréat, si tu veux, pour savoir d'où tu viens et pour apporter des éléments de réponse à nos auditeurs et peut-être à tes étudiants qui vont tes pieds également pour regarder qu'est-ce que fait Monsieur Desrails. Alors, Voilà ici. je les salue au passage. Ils vont sûrement découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. Alors, ben, voilà, moi, je suis un grand garçon d'un peu plus de 56 ans. Hein. Je suis papa de 3 enfants, je le souligne parce que c'est important aussi dans mon développement personnel. Et je commencerai juste un petit peu avant le bac parce que mon parcours, il est un petit peu particulier. Je suis né dans une petite contrée de Haute-Loire qui s'appelle Retournac, un village somme toute relativement touristique, mais qui avait une particularité d'héberger des activités industrielles dans le tissage, la dentelle du velay à l'époque, puis ensuite dans la métallurgie. Et je pense que ça a quand même influencé, sans forcément que je le sache, mon parcours après. Je suis, mes parents étaient restaurateurs et il se trouve que j'avais la chance de discuter avec beaucoup de gens. Alors, soit qui étaient ouvriers à Saint-Étienne, Retournac est un petit village dans lequel chemine la Loire et beaucoup d'ouvriers de Saint-Étienne. Alors, Saint-Étienne, c'était les mines, mais également la métallurgie, Manu France, etc. Au-delà du foot, je dis aller les Verts au passage, juste pour la bonne bouche. Et il se trouve que dans le collège où j'étais, on avait la possibilité en cinquième de choisir soit de prendre une seconde langue après l'anglais,
et c'était l'allemand à l'époque, soit de faire de la technologie. Et j'avais choisi de faire de la technologie, alors que s'il y en avait un qui n'était pas bricoleur, c'était bien moi. Mais je ne sais pas pourquoi, j'étais intéressé par ça et très certainement nourri par les discussions que j'avais avec les clients de mes parents, etc. Et cette technologie, donc j'ai découvert le dessin industriel. Il se trouve que ce collège avait un atelier. J'avais fait un peu d'usinage de matériaux, du bois, du fer, du soudage, etc. Et j'ai trouvé ça génial. Et donc, quand je suis allé au lycée, première réforme, seconde technologique ou seconde, comment dire, générale, je suis rentré dans une seconde où on faisait de la techno et j'ai fait un bac E. Et le bac E, à l'époque, on faisait un peu de maths, un peu de physique, un peu de dessin industriel, un peu d'atelier. Et je me suis vraiment épanoui là-dedans parce que je me suis aperçu que la techno, ça me plaisait. J'avais toujours besoin de savoir à quoi ça servait, ce que j'apprenais. Et donc, je m'y retrouvais. Je ne veux pas dire que je ne m'y retrouvais pas dans les cours de maths, parce que très vite, j'ai compris que pour faire de la physique, puisque c'est ce que j'ai fait après, il fallait avoir des outils. Mais faire des maths pour faire des maths, ce n'était pas mon trip. Par contre, j'ai très vite compris qu'il ne fallait pas que je passe à côté de ça. Et j'ai vraiment pris mon pied à l'atelier, à usiner et en cours de physique. Et ça a nourri après mon parcours. Alors évidemment, comme je n'avais pas une ambition débordante et qu'il s'est toujours avéré que j'ai eu des interrogations sur le fait que est-ce que je continue mes études ou est-ce que je reprends l'affaire de papa-maman. J'aimais bien la cuisine, etc. Bon, et puis voilà, je me suis laissé embarquer dans les études parce que ça se passait bien. Mais à chaque fois en me disant, tu ne sais pas où tu vas aller, donc tu vas faire court à chaque fois. Alors, je ne sais même pas si je me disais ça. Et donc, j'ai fait d'abord un IUT mesure physique, c'est-à-dire assez large, option matériaux, première promotion ouverte à Saint-Étienne. À la suite de ça, où ça s'est bien passé, j'ai fait une maîtrise de sciences et techniques à Toulouse, dans le domaine de la physico-chimie, alors des matériaux ou pas, mais en tous les cas, il y avait des matériaux. Et là, au travers d'un stage au CETIM à l'époque à Saint-Étienne, où j'avais fait un peu de matériaux métalliques, un cours, et ça a été la lumière. Monsieur Sotiropoulos, un polymériste à Toulouse, cours de polymère. Et alors là, je ne sais pas ce qui m'a pris, hein, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je buvais ses paroles et je me suis dit, mais c'est ce que tu veux faire. Donc, évidemment, stage chez Michelin. Bah, je veux dire, je ne suis pas auvergnat pour rien. Et là, j'ai découvert que les matériaux polymères, eh ben, c'était tout plein d'applications au-delà des pneumatiques, hein, bien évidemment. Et là, je me suis dit, il ne peut pas en être autrement, je veux faire des choses là-dedans. Les gens de chez Michelin avaient une grande vision de toutes les universités. Ils travaillaient avec des labos, CNRS, universités, etc. Et là, ils me disent, Christophe, si tu veux continuer là-dedans, il faut que tu fasses une thèse. C'est même pas un sujet. Et donc, ils m'ont dit, va voir dans ces labos-là. Et donc, ils me présentent plusieurs labos, un labo à Saint-Étienne, un labo de rhéologie, un labo à Pau, etc. Et donc, comme après ma maîtrise, j'avais un peu de temps à perdre, j'ai fait l'armée, enseignant du contingent à Saintes, où j'ai formé des jeunes arpètes de l'armée de l'air. J'en ai profité pour aller voir les labos. Et eh bien, j'ai trouvé à Pau un environnement qui me plaisait. Je ne sais pas qu'à Saint-Étienne, ça ne me plaisait pas, mais le sujet, etc. Et donc, après mon armée, j'ai fait un DEA à Pau, et Bordeaux-Pau. Et puis, je suis parti à continuer en thèse à Pau. Et là, j'ai fait une thèse dans les polymères et plus particulièrement sur la notion d'adhésif. Les adhésifs thermofusibles, vous savez, les petits pistolets à colle où on chauffe l'adhésif, on fait son filet, etc. Et là voilà. Et je suis jamais sorti de ça. Voilà, donc voilà un peu mon parcours. Alors ensuite, quand j'ai été maître de conférence en 2000, après un petit passage, j'ai pas passé le concours tout de suite. J'ai d'abord fait un petit passage à l'école supérieure d'agriculture d'Angers. Alors Mike, tu vas me dire agriculture polymère. Eh bien en fait, dans l'agroalimentaire, on utilise beaucoup, notamment la rhéologie, parce qu'en fait, c'est la rhéologie qui m'a plu, c'est la rhéologie de ces matériaux polymères. C'est-à-dire
connaître quelles étaient leurs propriétés mécaniques et viscoélastiques. Ce n'est pas à toi que je vais parler de tout ça, en fonction de leur structure et comment on la fait évoluer, sachant que derrière, on pilote les propriétés d'usage avec tout ça. Et puis aller voir les chimistes en disant je voudrais faire varier ce paramètre, mais comment on peut faire? Et le chimiste, alors j'ai eu la chance de travailler avec des super chimistes, je citerai Laurent Billon parce que c'est avec lui que j'ai le plus travaillé, mais il y en a bien d'autres, en disant mais Laurent, est-ce que si on change un peu la chaîne polymère, on ne pourrait pas avoir le module qui varie un peu comme ça, parce que moi ça va m'arranger pour mon côté adhésif, et puis on a avancé comme ça. Et je suis parti à poursuivre là-dedans pour, au final, aujourd'hui, être plutôt dans de la formulation pour des applications médicales, avec une chance inouïe que j'ai de travailler avec une société qui s'appelle la société Urgo. Tout le monde sait qu'il y a de l'air dans Urgo, parce que c'est des publicités de mon âge, pardon Mike, je pense que les plus jeunes ne sauront pas de souci, à quoi je fais référence, mais bon, c'est pas grave. On est transgénérationnel ici, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais et alors que c'est pas avec Urgo que j'ai commencé à avoir des travaux dans ce domaine-là, j'ai travaillé effectivement, été approché par une société qui s'appelle Bebron Medical, qui a une usine de production de poches de stomie. Et je dois juste une petite explication peut-être aux auditeurs, parce qu'il peut y avoir un petit tabou, une méconnaissance de ça. Beaucoup de nos concitoyens, suite à des problèmes médicaux, ne peuvent plus évacuer par les voies naturelles. Et donc, on fait un trou dans l'abdomen, et les selles et l'urine sont récupérés dans une poche. Et cette poche est collée sur l'abdomen. Alors, ça peut être suite à une intervention chirurgicale, mais ça peut être aussi définitif. Et il y a un vrai sujet de maintien de cette poche. Alors, tant qu'on est en milieu hospitalier, ce n'est pas compliqué, parce qu'on peut la changer souvent. Et puis après, les gens ont le droit et évidemment ont une vie, ou doivent avoir une vie normale. Donc cette poche, il faut qu'elle tienne bien, mais ce n'est pas facile. Et là, j'ai été interpellé par ces problématiques, et je me suis dit, c'est là-dessus qu'il faut que tu continues. Et donc j'ai continué, et puis au gré des publications, au gré des formations que je faisais là-dessus, on a discuté avec Urgo, et Urgo est toujours très attentif alors au confort, entre guillemets, de ces pansements, mais l'idée étant de faire des pansements qui, évidemment, c'est antagoniste, qui collent, mais qui, au moment où on veut les retirer, se retirent sans abîmer la plaie, etc. etc. Voilà. C'est incroyable, Christophe. Je trouve sacrée histoire, si tu me le permets. Sacrée histoire et sacrée introduction. C'est vraiment incroyable. C'est comme tout le cheminement que tu as eu pour arriver finalement à celui-ci. Je me reconnais beaucoup en toi, notamment aussi sur la notion de parcours. Parce que également, moi, j'ai fait ce choix de faire un DUT, mais moi plutôt chimie, faire un DUT chimie. Après, j'ai fait une licence physique-chimie. Puis, j'ai fait une première année de master où j'étais à Toulon. J'ai fait cette première année de master. Suite, le M2 à Toulouse, ce qui m'a permis d'enchaîner sur une suite, donc avec une thèse. Mais moi, la différence, c'était que, en fait, j'ai fait une formation de chimiste, et à un moment donné, je me suis posé une question existentielle. J'ai dit, est-ce que je vais regarder un ballon toute ma vie, changer de couleur? et après, c'est là où j'ai tilté. Et je me suis orienté sur les polymères parce que j'ai trouvé que c'était un matériau super intéressant. D'ailleurs, j'ai une anecdote, Nicolas, si tu nous entends, que tu regardes ce podcast. Il m'a posé une question. J'étais en stage de MD. Il m'avait posé une question. Il m'a dit, mais Mike, pourquoi tu aimes les polymères? Alors moi, je lui ai sorti une question toute faite. Je me rappelle, toute faite. Ah oui, mais c'est le mélange. Je me rappelle plus exactement. Je sais que c'était toute faite. Et lui, il m'a dit, moi, j'aime parce que c'est le bordel. Et quand il m'a dit ça, j'ai tilté aussi. Je dis ah oui, c'est ça qui est cool. En fait, c'est ça qui est trop cool. C'est parce que en fait, on peut regarder tout. On peut regarder le fameux module d'élasticité, le fameux. Je vais dire G seconde parce que je parle de celui-là du cisaillement, celui-là que j'affectionne en rhéologie, le cisaillement. Mais parce que c'est celui-là que j'ai aussi travaillé dessus. Mais ce fameux G seconde qu'on trouve dans les polymères, mais on trouve peut-être pas chez les autres matériaux. Voilà, tout ça, c'est ce qui a forgé aussi mon amour pour ça. Et c'est vrai que c'est un matériau qui est magique. Bon, après, on en parlera, on peut en parler autant qu'on veut. Alors, mais non, mais tu as raison, c'est un matériau magique. Enfin, moi, je suis tombé dedans, et
il se trouve qu'en France, on a une communauté de scientifiques autour des polymères qui est aussi une communauté sympathique. Enfin, moi, j'ai l'impression que ma vie n'a été faite que de rencontres de gens bien, qui m'ont donné cette passion parce que j'ai le plus souvent trouvé des passionnés. Et dans les cours de DEA que j'ai eu, et diplôme d'études Hmm. approfondies à l'époque, hein, maintenant ça s'appelle Master 2, j'ai eu des enseignants qui étaient de Pau et de Bordeaux, qui n'ont fait que confirmer en fait cette première impression que m'avait donnée Monsieur Sotiropoulos. Voilà, c'est marrant parce qu'il faisait cours en aimant le matériau qu'il présentait. En tous les cas, c'est toujours l'impression que j'ai eue. Et puis c'est plutôt une communauté ouverte, sympa. Et puis après, il y a eu la communauté de l'adhésion où il y a des gens un peu similaires. Et puis des têtes de pont, hein, le premier d'entre eux avec cette communauté des polymères qui est Pierre-Gilles Degène, que j'ai eu la chance de voir présenter, et puis de travailler après avec les équipes qui ont travaillé avec lui. Et là, quand on a une tête de pont comme ça, qui sait parler de ce qu'il fait, où tu as l'impression d'avoir tout compris quand il a parlé, puis quand tu reviens dans ton bureau, tu dis ouais, il a dit ça, bon allez, je vais y aller. Ah ouais, mais attends, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, je trouve ça super. Ouais, c'est super, Et puis c'est ça clair. continue. Et puis ça continue. Voilà. Ouais, c'est top. C'est ça, c'est vraiment la force c'est la force des sciences. Moi, je trouve que quand les sciences sont très bien expliquées et vraiment expliquées par passion, Voilà. c'est ça qui fait naître des nouvelles vocations. Voilà, c'est vraiment incroyable. Christophe, C'est alors, ça. tu nous as en parlé déjà, tu nous as déjà introduit ton travail et ta thématique. Et donc, du coup, je vais sauter un peu l'introduction, parce qu'on vient, on vient finalement de la faire ensemble. Et je vais commencer par te poser la première question, c'est les enjeux. Donc, les enjeux que tu as identifiés. Alors, peut-être commençons les enjeux autour des matériaux et après des matériaux polymères, parce que je sais que tu peux me répondre que, ben, Mike, mais il y a tellement de matériaux, surtout dans les polymères, il y a tellement d'applications. Donc, c'est pour ça, peut-être commencer par les enjeux globaux, en quelques mots, et après, vraiment aller sur les polymères vraiment pour l'adhésion et pour ton domaine d'application. Parce que je pense qu'il y a vraiment des spécificités qu'on peut retrouver qui seront intéressantes à souligner. Donc, dans un premier temps, les enjeux globaux. Et après, pourquoi pas enchaîner après sur les grands axes d'études qui sont dans ce domaine également. Mm, mm. Alors, c'est vrai que les matériaux, quand on dit matériaux, ça englobe tellement de choses. Je vais rester dans mon domaine de compétences, donc plutôt autour des matériaux polymères et on va parler des plastiques. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le podcast avec Étienne, hein, tu le sais. On t'embrasse, Étienne. Voilà, qui est un personnage que j'ai découvert pendant le Covid parce qu'il est venu vers moi et on a fait un séminaire et j'aime bien son approche, j'aime bien son discours sur un matériau, somme toute, qui pose question, hein, polyéthylène, polypropylène, mais voilà, son discours est assez clair sur ces sujets. Donc l'enjeu des matériaux, et je vais l'étendre, puisque les polymères en tant que tels, certes, sont des matériaux plastiques, mais souvent utilisés en combinaison avec d'autres pour faire ce que l'on appelle des matériaux composites. Et aujourd'hui, moi, je crois que les enjeux, et les gens, il faut qu'ils comprennent ça, avant toute chose, il y a de la chimie avant. Et sans chimie, pas de matériaux. Or, la chimie a été matraquée en France beaucoup, tout simplement parce que ça a une connotation, bien évidemment, de pollution. Et donc, c'est un vrai sujet. Les gens des matériaux, en particulier sur les matériaux polymères, les matériaux plastiques, se sont posés des questions pour essayer de produire des matériaux avec des productions plus vertueuses pour l'environnement. Ça veut dire, et on l'évoquait tout à l'heure ensemble en off, les notions de solvants, etc. Donc, imaginer créer des nouveaux matériaux, mais en utilisant les bioressources ou en ayant des synthèses qui soient vertueuses avec des solvants, par exemple l'eau, pour être attentif, mais on peut pas toujours faire que ça, donc être très attentif au rejet, etc. Et les matériaux, c'est aussi un point très sensible vis-à-vis de l'énergie.
parce que, encore une fois, pas de matériaux, pas d'énergie nouvelle quelque part, parce que pas d'éolienne, pas de batterie, pas d'allègement des structures. Un avion, c'est bien de dire qu'il soit plus léger, mais il sera plus léger par l'intervention de matériaux différents. Et puis, il doit être recyclable. Je suis parti sur les avions. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les avions, et tu le sais, c'est beaucoup de matériaux, on va dire des thermodurcissables. Hein, pour bien être clair vis-à-vis des gens, c'est des matériaux qu'on fait cuire, dans lesquels il y a des charges qui sont enfermées. Et une fois que l'avion est obsolète, compliqué de récupérer tout ça. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de réflexions autour de cela et tu le sais bien, avec notamment une recyclabilité des matrices, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Alors moi, ce n'est pas mon quotidien, mais il se trouve que je travaille beaucoup avec des gens qui le font au laboratoire, puisqu'on a toute une équipe de polyméristes. Alors, et c'est historique, alors, juste un petit point d'histoire. Le laboratoire dans lequel je suis sur les matériaux polymères, aujourd'hui, je suis dans un laboratoire de chimie au sens Mhm. large, qui associe de la chimie théorique, de la chimie analytique, de la chimie des matériaux, de la chimie de surface. On est un gros laboratoire qui s'appelle l'IPREM, qui est une UMR avec le CNRS et l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Mais historiquement, chacune des UMR était séparée. Moi, j'étais dans une UMR, on va dire, polymère. Il y avait le côté chimie, le côté physique. Et pourquoi à Pau? Parce qu'à Pau, à 30 km de Pau, il y a le bassin de Lac. Le Mhm. bassin de Lac, c'est du gaz qui est sorti de terre en grande quantité, qui a servi à chauffer les gens chez eux, mais qui a aussi permis d'avoir toute une production de matériaux polymères. Et il y a encore, enfin, il y a 30 ans, le polyéthylène, le polypropylène, le polystyrène étaient effectivement produits à Lac. Mhm. Voilà, le gaz, c'est un réservoir, ça s'arrête, donc tout ça n'existe plus. Mais en 1970, un laboratoire qui s'appelait le laboratoire des matériaux industriels, de physique des matériaux industriels, a été créé à l'aune de cette production intensive de matériaux d'usage très courant, hein, comme on dit, Oui. PE, PP, PS. Et on avait besoin de mieux connaître ça. Et la physique était importante. C'est-à-dire que quand on a une bouteille de plastique, en plastique, pardon, il y a 1 kilo d'eau dedans, ou 1 litre, ça dépend comment on veut parler. Quand elle tombe, il ne faut pas que ça se casse. Ouais, Et tout ça, à fait. c'est des propriétés mécaniques. Et derrière, il y a de l'aréologie, parce qu'il faut aussi pouvoir la mettre en œuvre. Et donc voilà. Et c'est pour ça aussi qu'à Pau, les polymères ont toujours été très forts et le sont toujours. Par contre, entre moi, mon arrivée en thèse en 92 et aujourd'hui, eh bien, les synthèses ne sont pas les mêmes, les matériaux ne sont pas les mêmes, et donc on parle de plus en plus de bioressources, etc. Et ça, c'est un sujet majeur parce que énergie fossile versus énergie Tout à fait. renouvelable, Tout à fait. matériaux vertueux versus matériaux issus de l'énergie fossile. Mm. Mais ça prend du temps, mais c'est le point essentiel. Mm. Et pour relier, là je parle des composites parce que je suis un peu dedans là-dessus, pour relier au côté médical, peut-être un peu moins d'attention, mais vraiment entre grandes guillemets, parce que moins de production aussi. Mhm. Mais quand même des questionnements parce que c'est tout un courant et donc il faut effectivement s'assurer d'une certaine virtuosité des produits que l'on propose. Voilà. Oui, c'est très intéressant. Et je rebondis parce que tu nous parlais également de tous les types d'élaboration vertueuses qu'il peut y avoir autour des polymères qu'on essaye de mettre en place. Mais c'est vrai que il faut aussi attirer l'attention quand on regarde l'analyse de cycle de vie, c'est vraiment aussi la fin de vie. C'est-à-dire que c'est très intéressant de regarder des Très matériaux important. biosourcés ou du sourcing issu de la nature, mais si en fin de vie, on n'est pas capable de le recycler, ça aussi c'est un vrai problème. J'attire l'attention par exemple sur on appelle les résines époxy, hein, les polyépoxydes qu'on forme via ces prépolymères-là, qui sont biosourcés à un certain pourcentage, mais derrière, on a affaire à un thermoplastique. Pardon, j'ai dit un thermoplastique. Effectivement, parce que j'ai travaillé en thermoplastique. Un thermodurcissable qui est un réseau 3D
Et finalement, en fin de vie, la seule chose qu'on peut faire, c'est de le détruire, en fait. C'est-à-dire de le détruire, de le brûler, de le broyer, de faire des charges. À moins si on a ce côté thermofusible en fin de vie, c'est une propriété qu'on lui ajoute. Mais bon, il y a une Non, limitation mais à ça quand clairement, même. Il y a une même limitation à si, ça. oui, 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 clairement, et même s'il y a des recherches effectivement pour essayer de décliquer tout ça, Mhm. c'est super important. Et moi, le physicien, j'allais dire que je vois la fin de vie, le recyclage de manière un peu différente que le chimiste, c'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire au laboratoire avec ma collègue Sylvie Dagréou en particulier, c'est de se dire, on va récupérer une partie de ces matériaux et on va en mettre une partie dans la formulation du matériau d'après, Oui, s'assurer que ça n'obère pas trop les propriétés que l'on regarde, hein, les propriétés d'usage, et c'est une des solutions. Alors, ce n'est pas la solution miracle, parce qu'en général, on rajoute une part pas très importante, hein, etc. Mais en tous les cas, aujourd'hui, et pas plus tard qu'hier, on avait un thésard qui présentait sa thèse. À la fin de sa thèse, il a évidemment pas oublié de regarder la problématique de recyclabilité des matériaux qu'il a étudiés pendant toute sa thèse dans le domaine des copolymères, en disant, ben voilà, à la fin de vie, j'en prends une partie, je remets, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faut y penser. Et ça, bien sûr, un bien sujet sûr. majeur. Et le deuxième point que j'évoquerai en termes de grande comment dire, stratégie, et ça j'ai toujours milité pour ça, c'est de se dire dès le début, plutôt que d'élaborer des matériaux par essai-erreur, soyons le plus attentifs possible à la compréhension des phénomènes pour essayer d'aller le plus vite possible vers la solution. Et Tout à là, fait. c'est là où le chercheur, le côté théorique peut apporter, si tant est qu'au départ, pour faire court, les hypothèses ne soient pas trop fortes pour avoir des modèles qui, de toute façon, à la fin, imaginent un matériau ou calculent un matériau qui est très très loin des propriétés qui étaient attendues, mais mettre un petit peu d'intelligence derrière la formulation, et il n'y a pas de jugement de valeur Mm. quand je dis intelligence, hein, on avance tous en marchant, mais se dire, mais ça prend vraiment, plutôt que de faire de l'essai-erreur et de jeter beaucoup de trucs, essayer d'aller plus vite dans la définition d'un nouveau matériau, d'une nouvelle propriété d'usage. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse vis-à-vis des propriétés physiques notamment. Oui, effectivement, c'est ça qu'il faut garder en perspective toujours, cette notion de toute la démarche derrière l'étude d'un matériau et le développement de celui-ci. C'est quelque Oui. chose qu'il faut avoir vraiment ancré, finalement ancré. Parce que, comme tu le dis, je le souligne encore également, c'est vrai que on a trouvé pas mal de choses, je pense, dans l'histoire par l'erreur, qui a donné lieu à différents types de solutions. Et ça, c'est le bon point de la recherche. C'est pour ça qu'on définit ça comme de la recherche. Mais c'est vrai que si on arrive à anticiper notre axe d'étude, on arrive à anticiper par différents outils qu'on a. Moi, j'avais évoqué également les sortes d'ACV Light, ce que j'appelle les ACV Light, pour déjà designer un matériau qui a déjà une certaine logique. Voilà. Mais bon, il faut aller avec tâton parce que ça reste un outil qui est puissant, mais selon l'interprétation qu'on lui donne, il faut toujours, j'allais dire, avoir une balance au niveau de l'interprétation. Voilà, ne pas s'y fier totalement. Mm. Mais c'est vrai qu'effectivement, dit qu'on a la notion de se dire, voilà ma démarche, comment je peux y arriver, c'est toujours plus facile de mettre en œuvre un fil directeur, un fil conducteur, et après, dans ce fil conducteur, pouvoir identifier où il y a des moments durs pour pouvoir voir comment on peut les résoudre. Effectivement, Mm. Mm. c'est vraiment très intéressant. Je voudrais Après, encore... juste Oui. peut-être, juste, si tu me permets juste une Non, je t'en petite prie. incise, Je t'en prie. parce que ce que tu dis, et puis effectivement, on en parle de plus en plus, c'est regarder la nature. Oui, la bioinspiration. Et ça s'appelle la bioinspiration, le biomimétisme. Tout Et à dans fait. le domaine des matériaux, tout autant que dans le domaine de l'énergie, il y a des choses à faire. Et donc là, je refais effectivement un petit coucou à Laurent Billon qui prône ça, qui le fait très bien. Et on a eu l'occasion de co-encadrer des thèses sur des sujets de matériaux qui sont clairement biomimétiques.
fait dans des conditions tout à fait vertueuses. Et alors, c'est pas nouveau ce que je dis, hein, de longue date, les scientifiques ont regardé la nature, mais aujourd'hui, on la regarde avec un œil un peu différent. Tout Alors, à fait. c'est pareil, ça dépend des domaines aussi, hein, bien évidemment. Mais dans le domaine des matériaux, on la regarde peut-être un petit peu différemment. On s'aperçoit, par exemple, dans le domaine du collage, toujours eu toutes les peines du monde à coller en milieu humide, alors qu'une moule s'accroche sur un rocher dans de l'eau salée. Et voilà, et maintenant, on comprend mieux, on comprend, et on sait reproduire les matériaux qui permettent ça, et ça donne plein de perspectives différentes. Et c'est aussi un des leviers dans cette vertuosité vis-à-vis du domaine des matériaux, puisque aujourd'hui, on parle de matériaux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout ce qui est bio-inspiration, biomimétisme, ça, je pense que c'est essentiel. Et effectivement, ça demande une compréhension. En fait, ça demande vraiment une compréhension de l'environnement qui nous entoure. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression en tant que scientifique, on a vraiment voulu modeler l'environnement à notre image ou à l'image qu'on se fait de nous-mêmes. Et c'est vrai que et on se rend compte qu'on a des limitations. Et c'est vrai que quand on commence à regarder la nature, on se dit, mais la nature, elle a déjà répondu à ça, elle a déjà répondu à cette problématique-là, et ainsi de suite, notamment l'exemple de la moule, Christophe, comme tu m'as parlé au niveau de l'adhésion, de son adhésion de milieu humide. Et je pense qu'il faut effectivement s'en inspirer, et ça demande aussi une nouvelle chose, ça demande de peut-être, alors j'allais dire consommer différemment, c'est une façon de le dire, c'est-à-dire ça demande de revoir comment on produit les matériaux qui nous sont nécessaires pour notre développement, et comment on les utilise. Et est-ce que finalement la solution, si on se dit non, ça ne correspond pas, peut-être que la solution, c'est pas forcément synthétiser quelque chose de différent, mais peut-être l'appliquer différemment. Oui, potentiellement. Oui. Voilà. Et donc c'est des sujets, voilà, c'est des sujets très intéressants, et je pense qu'on pourra en parler encore des heures, notamment sur différents épisodes que j'ai eu dessus, quoi. Ouais, juste une Oui, petite je t'en anecdote. prie. Enfin, moi, j'avais été subjugué par une conférence aux États-Unis dans le domaine de l'adhésion par un chercheur américain qui, quand on essayait de mieux comprendre ce qu'était l'adhésion, mais l'adhésion physique, et qui avait fait des vidéos avec un petit lézard qui s'appelle le gecko, et donc sur une vitre. Le gecko étant attaché à une machine de traction et essayant de comprendre par des vidéos, alors déjà de mesurer la force, parce que c'est quand même assez intéressant, et puis de comprendre comment ça marchait avec justement des microscopies où tu vois, en fait, c'est une pâte avec plein de spatules. Au bout de la spatule, il y a des sortes de petites ventouses, etc. Et tu t'aperçois que chacune de ces petites ventouses, c'est pas le bon mot, mais peu importe ici, ça développe des petites forces, mais multipliées par des milliers. À la fin, le truc, il marche au plafond, quoi. Enfin, et donc, du coup, je fais maintenant dans mon cours d'adhésif, à des Master 2, je leur fais toujours travailler sur un sujet, comment fonctionne la langue du caméléon, comment fonctionnent les pattes de la mouche, etc., etc. Et c'est super parce que quelque part, ça. Et je vois la lueur dans leurs yeux. Ils comprennent ce que je veux leur faire passer comme message dans la compréhension des phénomènes, et dans ce qu'on doit explorer sur ce qui existe autour de nous pour pouvoir après le reproduire, ce qui n'est jamais très simple, hein, au Tout à fait. demeurant. Il y a encore beaucoup de travail sur ce sujet. Oui, c'est intéressant. C'est des ponts. En fait, ce que je trouve très intéressant dans le métier d'enseignant-chercheur, c'est que à la fois vous êtes sur le terrain, et à la fois vous êtes en capacité de former les nouveaux esprits. Et c'est ça l'intérêt. Tout ce que vous avez acquis comme compétences sur le terrain, c'est-à-dire connecter le savoir-faire à la connaissance, vous arrivez à le transmettre aux étudiants. Et l'objectif, c'est vraiment ça. C'est pour que les étudiants comprennent que ce qu'ils regardent en cours, c'est pas que des cours, en fait. Ça a vraiment une réalité derrière, une réalité scientifique derrière, et une réalité d'usage. Et je pense que c'est vraiment ça maintenant ce qu'il faut vraiment ancrer, en fait, dans l'éducation, c'est vraiment connecter les savoirs. Parce que j'ai été étudiant, hein, on a tous été étudiants, et peut-être des personnes l'oublient, mais bon, moi je l'ai pas oublié. Et c'est vrai que c'était ça les enjeux. Chaque fois je me posais la question, mais ok, j'ai appris ça, mais à quoi ça me sert?
Oui, parce que voilà. et en plus, ça dépend beaucoup des époques. C'est-à-dire, plus on avance, enfin, d'ailleurs, on voit bien, d'ailleurs, ça peut poser question, hein, on en discute parfois en disant, mais finalement, ne parle-t-on pas trop de l'usage avant de faire de la vraie science? C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, que les compétences, elles soient solides. Tout à fait. Et donc, voilà, alors on tente des trucs dans notre pays. Là aussi, c'est dichotomique à mon avis, mais moi, je me souviens, donc j'ai donné mon parcours. Je ne suis pas sûr que dans ma construction personnelle, si je n'avais pas discuté avec les gens que j'ai évoqués, qui étaient sur le volet industriel, à l'époque, la manière dont les enseignements nous étaient faits, je ne sais pas si j'aurais, en étant dans une autre famille, en étant dans un autre milieu social, j'aurais créé des ponts parce que à mon époque, euh, euh, on apprenait pour apprendre et en plus on était des bons élèves, j'allais dire. On nous disait il faut apprendre, mais cela dit, il faut apprendre. Hein, c'est un vrai débat ça. Tout à fait, ouais. Aujourd'hui les jeunes euh, mais je trouve ça bien, pose des questions de savoir, mais pourquoi j'ai besoin de savoir ça? Mais il faut qu'on puisse leur répondre. Enfin nous, peut-être moi après, hein, ça dépend où on était, ça dépend Oui, tout encore à une fois fait. d'où on venait. Je ne suis pas sûr qu'un jour j'ai posé la question à un prof en disant, mais pourquoi vous m'apprenez ça? Je considérais que s'il me l'apprenait, c'était important pour moi. Et on apprenait parfois pour apprendre. Cela dit, s'il y a un truc que je regrette pas, c'est bien d'avoir appris pour apprendre. Parce qu'à la fin, on voit bien que tout ça, ça sert et qu'après, c'est des briques que l'on assemble. Mm. Mais là, notre métier d'enseignant est important parce qu'effectivement, faire passer le message à un jeune, ok, tu comprends, c'est pas que tu comprends pas, mais tu ne vois pas aujourd'hui à quoi ça pourrait te servir, mais je te promets qu'un jour ça te servira. Alors, pas peut-être de la manière dont je te le fais. Oui, Bien sûr, résoudre une équation, ok, tu ne résoudras peut-être plus une équation dans ta vie, sauf que c'est un cheminement, etc. Et voilà, et ça, dans le métier d'enseignant, c'est important. Alors après, ça dépend des niveaux. Hein. Je bien pense qu'on sûr. n'est pas le même enseignant quand on enseigne au niveau bac 1-3 et au niveau 3-8. Mhm. Alors 3-5 et puis 3-8. Et ensuite, parce que je pense qu'on va y arriver, euh, qu'on se nourrisse de notre travail de chercheur pour faire passer des messages dans nos enseignements, et bien évidemment plus particulièrement au niveau master, et bien évidemment essentiel, avec, de mon point de vue, une question essentielle, c'est faire passer aux étudiants qu'il y a des fois des choses qu'on dit au niveau master notamment, on le dit, mais on peut avoir des interrogations sur ce qu'on dit parce qu'on leur présente des choses qui sont très nouvelles. Ça permet d'illustrer, mais attention, je me pose encore des questions sur ce que je vous dis, mais je vous le livre parce que je pense que c'est important, parce que je pense que vous allez y être confronté assez rapidement Oui. dans votre métier, ou en tous les cas, certains d'entre vous. Je trouve ça très intéressant parce que ça permet de les rendre actifs au niveau de la compréhension et de leur faire participer à la construction d'une nouvelle connaissance. Oui, Et ça, je trouve ça même plus qu'essentiel en réalité de fonctionner de cette manière-là. Et oui, mais je pense que ça joue pas que sur la science, ça joue aussi sur la notion de pédagogie, comment on apprend, comment on a formé un esprit, oui, comment on le forme pour être critique. Parce que des fois, on peut dire on veut vous former des esprits critiques, mais en fait, on met pas. On peut avoir la bonne volonté de le faire, mais en fait, en réalité, toute notre démarche n'est pas celle-ci. Donc après, on a plutôt des gens qui sont plutôt passifs, qui écrivent, qui ne posent pas de questions, je me rappelle, j'ai une anecdote, moi, ça m'a fait rire. Ça me fait rire maintenant sur le coup quand je vais la dire. J'étais en M2 et j'écoutais un prof et d'un coup, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dit? Et j'avais autour de ma classe les gens qui ont rigolé. Rigolé parce qu'en fait, c'était écrit au tableau. Et le prof, et donc l'ancien chercheur, il m'a répondu, il m'a dit, bah, il m'a répondu à ma question. Et moi, je lui ai dit, écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas lire le tableau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est écouter ce que la personne me raconte, ce qu'elle me donne comme savoir. C'est pour ça que je n'ai pas regardé la tableau. J'écoutais derrière ce qu'elle me disait. Parce que regarder un tableau et écrire, ben, à quoi ça va m'apporter? Ce qu'elle m'a écrit, je peux le trouver dans un bouquin.
Par contre, ce qu'elle va me donner comme savoir, son interprétation, la petite chose qu'elle va donner supplémentaire pour finalement que je retienne cette information, ben c'est que elle qui détient ce savoir et qui est capable de me le donner. Et, et, et c'est des choses comme ça que je pense qu'il faut commencer à démystifier, que les étudiants aussi font ce travail sur eux-mêmes, parce que là, pour moi, ce n'est pas un côté prof, c'est plutôt un côté étudiant, qui font ce travail sur eux-mêmes pour se dire, non, démystifiez tout ça. Prenez toutes les informations que vous l'avez dans les bouquins. Moi, j'en ai 2 gros ici, la physique et chimie. J'ai déjà pas mal de choses quand j'oublie quelque chose, je les revois. Mais par contre, toute cette petite aspect interprétation, la petite chose qui fait que ça va me faire retenir l'équation, tout ça, soit je le développe, soit j'ai besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui a déjà fait ce travail de pensée, cette réflexion. Et voilà, pour moi, c'est ça la plus-value et c'est ça qu'on doit commencer à tendre vers, et autant vers les enseignants que également les élèves aussi, parce que oui, mes chers élèves, oui, mes chers étudiants, il faut que vous donnez de vous-même aussi un petit peu. Ça, c'est important. Mais ouais, oui, il faut donner. Alors, il y a une culture. Alors, moi, quelqu'un qui a mon âge, la culture des livres. Alors, on lisait beaucoup, mais on lisait à la maison. Apprendre dans des livres, on ne nous l'a pas toujours appris. Oui. Parce que je fais partie d'une génération où on avait un nombre de cours très important. Enfin, moi, quand en repensant, en préparant ce podcast, en terminale, je devais avoir pratiquement 40 heures de cours par semaine. Et donc, moi, j'ai été bercé au face-à-face. Et j'avoue qu'aujourd'hui, le tableau noir, la craie, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup parce que j'ai du mal à faire des cours avec des supports tout faits. Alors, je le fais. Pourquoi je le fais? Parce que aujourd'hui, on en a besoin. Mais dès que je peux avoir un tableau noir, alors maintenant, ils sont le plus souvent blancs. J'écris terriblement mal sur un tableau blanc parce que ça glisse trop. Mais un tableau noir, j'écris parce que j'ai l'impression, je pense qu'il y a une part de ce que tu dis, Mike, qui est vrai dans ce que je vais dire. Enfin, en tous les cas, on se retrouve. Moi, quand j'écris au tableau, j'écris souvent ce que je dis. Ou en tous les cas, je vais l'illustrer par une équation, etc. Et ça me semble, c'est les deux qui sont importantes. Et le problème du support, comme on l'appelle dans le jargon, le support PowerPoint, on peut très vite être pris par la patrouille où en fait, on est devant des slides et on parle devant des slides. Oui, tout à fait. Et on voit bien qu'on perd des étudiants. Mais d'un autre côté, on a moins d'heures de face-à-face, ce qui somme toute n'est pas scandaleux. Je veux dire, 40 heures à l'époque, enfin, moi je me souviens, c'était de la folie. Et puis on était des éponges, je sais pas comment le dire. Et le deuxième point que je dirais, c'est là tu parles, les sources. Parce que les bouquins, c'est une chose, mais aujourd'hui, il y a Internet. Alors, ça fait peut-être un peu tarte à la crème de le dire, mais aujourd'hui, moi, je vis avec ça, mais il faut qu'on vive avec ça et il faut qu'on apprenne aux étudiants que quand ils tapent un mot-clé pour avoir une information, c'est peut-être pas forcément la première ligne qui est importante sur Internet. Et attention à ça. Et donc, moi, je suis aussi un fervent supporter, en tous les cas, je m'attache à faire passer des messages, de faire prendre de la hauteur aux étudiants sur ce qu'ils lisent. Faites attention à vos sources, faites attention à ce que vous lisez. Ce n'est pas la première ligne. Alors, le truc tarte à la crème, c'est Wikipédia. Oui. Alors, moi, j'ai rien contre Wikipédia au sens. Enfin, je suis le premier parfois sur un truc qui m'échappe. C'est Wikipédia qui arrive, je clique, je regarde, et puis bon, voilà. Alors, ça dépend de quoi on parle, bien Oui, bien évidemment. sûr, bien sûr. Mais attention à votre. Apprenez à évaluer, à juger ce que vous lisez, ne pas prendre pour argent comptant le premier qui parle. Avec, et là, j'ouvre une toute petite incise. J'ai un peu peur, et on l'a vu pendant le Covid, j'ai un peu peur aujourd'hui que parfois, ce sont des gens qui n'ont pas forcément les compétences, qui pourraient être plus écoutés que ceux qui ont les compétences, parce qu'on a une sorte de suspicion vers le scientifique qui connaît vraiment. Par contre, le scientifique qui dit, ou alors qu'il est pseudo-scientifique en disant « je suis un spécialiste de ça », on ne va même pas aller vérifier, il va finir à la télévision ou machin. Et là, ouais, mais non, attention.
attention à ça. Et Oui, là, tout on à fait. doit faire passer le message à nos jeunes. Attention à ce regard, cette prise de hauteur, qui vous parle, qui vous dit, etc., etc. C'est plus Voilà. effectivement. Non, mais je rebondis là-dessus, Christophe. C'est plus effectivement. Il y a deux grands extrêmes. Soit on a tous les diplômes qu'il faut et qu'on se pose plus de questions, on remet pas en question ce qu'il dit. Et là, pour moi, ça devient un gourou, une forme de gourou et, euh, et finalement comme une religion, tout simplement. Pour moi, ça devient une religion. À partir du moment qu'on croit sans forcément, enfin, je m'avance pas plus sur le mot religion parce que pour moi, religion aussi, ça veut pas dire croire tout ce qu'on entend et pas avoir d'avis. Enfin, bon, bref. Mais plutôt secte, je veux dire vraiment plutôt secte dans ce côté-là. Et l'autre côté, le côté plutôt influenceur. Je sais parler aux jeunes. Je sais donner une information qui n'est pas peut-être forcément vraie. Voilà. Donner une information, savoir donner une information, ça veut pas dire qu'elle est vraie. C'est juste qu'on sait comment la communiquer, comment transmettre l'idée. Et je reviens également sur l'histoire des livres. Moi, je suis de l'ère d'Internet, mais j'adore les bouquins là-dessus. Pourquoi? Parce que quand j'identifie ma source, j'identifie un bouquin qui me semble pertinent, je l'achète, je le garde avec moi dans ma bibliothèque. Pourquoi? Parce que je trouve plus facile, en termes de temps, d'effort, de retrouver l'information dans mon livre que de le retrouver sur Internet. Parce que là, je vais me faire des annotations dans mon bouquin, ainsi de suite. Et finalement, c'est une autre forme d'Internet, ça. Sauf que là, mon moteur de recherche, mon Google ici, je sais où il est. Je suis pas à taper des mots-clés. Et je pense qu'il faut créer maintenant cette mécanique, c'est-à-dire se servir d'Internet pour pouvoir investiguer des profils de confiance qu'on estime qu'après, via une étude, on estime que c'est des profils de confiance en termes de science ou autre chose. On peut acquérir un bouquin ou une donnée, un travail, et finalement avoir accès plus facilement après à des savoirs que tout de suite avoir des liens partout sur l'ordinateur, des choses comme ça. Je pense que c'est des méthodes de travail et je pense que l'un n'efface pas l'autre. En fait, ça accélère, je trouve. Je trouve que Internet nous permet d'avoir accès plus de connaissances plus rapidement, effectivement, et savoir vraiment les bons bouquins, ne pas se déplacer peut-être à la bibliothèque, des choses comme ça, gagner du temps. Mais après, il faut acquérir le savoir et quand même le verrouiller dans un endroit où on est capable rapidement de le retrouver. Et je trouve que c'est ce travail et les deux, l'un n'efface pas l'autre. Voilà, ça c'est mon point de vue. On est d'accord, on est d'accord. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que tout à l'heure j'ai fait un point sur le nombre d'heures de cours qu'on avait versus le nombre de cours d'aujourd'hui. Mais il y a quand même aussi, on ne doit pas oublier un point essentiel. Je parlais des supports PowerPoint. Le nombre d'informations qu'on peut faire passer à un étudiant en 1 heure de nos jours avec un support PowerPoint est considérablement et potentiellement considérablement plus grand qu'à l'époque 1 heure de cours avec un prof qui, de toute façon, écrivait au tableau parce qu'on n'avait pas de support. Oui, tout à fait. Nous, on écrivait sur des cahiers. Et donc, l'heure de cours, à mon avis, en termes de quantité d'informations pendant l'heure de cours, n'était pas la même. Elle était d'ailleurs un peu plus décortiquée. Et là aussi, je ne sais pas si on est assez attentif là-dessus parce que quand on a un PowerPoint et qu'on déroule les slides, mais il peut y avoir un nombre d'informations juste hallucinant. Et comme c'est écrit, est-ce qu'on va décrire autant qu'on le faisait avant? Est-ce qu'on va penser à appuyer sur le point sensible? Alors, c'est notre métier, normalement, oui. Mais tu le disais tout à l'heure, est-ce que l'étudiant va être à l'écoute? Parce que je pense qu'on n'a pas la même posture d'écoute quand on est devant quelqu'un qui passe des slides ou quelqu'un qui parle sans support ou quelqu'un qui écrit au tableau. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je trouve que ça, c'est vrai que là, on dérive. Donc, on dérive des matériaux. On parle quand même des matériaux. Carrément. On est quand même sur l'éducation. Mais ça reste quand même quelque chose qui est très intéressant et j'aime en parler et discuter parce que n'oublions pas quand même que Dromien Matériaux, c'est sciences, matériaux et développement personnel. Et là, on est en plein dans le développement personnel.
Et ça, c'est quelque chose que j'y tiens, vraiment à Mais discuter là-dessus. Mais je ne suis pas un spécialiste du développement personnel. Tout ce que j'ai dit c'est vraiment une sensibilité qui m'est très personnelle, hein, et des questionnements Mais ce que je sont pense que tout le monde doit avoir. exactement. Et j'allais y réagir dessus. Moi, c'est ce que moi, je suis sensible à ça. Notamment, je réfléchis sur les PowerPoint. Et effectivement, la quantité d'informations qu'on peut faire passer sur un PowerPoint, et je pense que ça demande un travail différent. C'est vrai que, Ouais. et comme à l'instar, voilà, je percute sur une chose, comme à l'instar des matériaux, où on est en train de parler du biosourcé et de faire des synthèses beaucoup plus, donc, plus naturelles, plus éco-friendly, toutes ces choses-là, et qui demandent finalement peut-être à travailler à notre utilisation différente, une utilisation différente sur les matériaux. Pourquoi parce qu'on est limité, si on va sur la bio-inspiration, on va être peut-être limité à des choses qui sont moins formées à notre image et peut-être qu'il faut apprendre à les consommer différemment et à les utiliser différemment. Et bien, l'instar également pour faire le parallèle au PowerPoint et toutes ces choses-là, je pense que c'est intéressant d'avoir ces outils parce que le PowerPoint, en fait, ça revient à avoir le bouquin pour moi et savoir ce que l'enseignant veut cibler sur le papier et avoir une autre démarche, c'est-à-dire maintenant que le bouquin, on l'a, on prend des notes sur ce bouquin. Et que là, on est en pleine démarche où on explique les choses et on donne toutes les petites clés, un peu les clés mémorielles, ce qui va permettre de connecter le fil conducteur. Et que l'étudiant, il soit en capacité de se dire, bon, pas se dire, ben, j'ai le PowerPoint, c'est bon, j'écoute pas le cours. Non, le PowerPoint, c'est ton bouquin pour retenir l'équation, parce qu'on ne peut peut-être pas la retenir tout de suite, hein, c'est ton outil, mais à côté, tu écris toutes les notes. Et ça demande en fait un travail également de l'enseignant à ne pas relire son PowerPoint, en fait à apporter, un peu comme on ferait à la fin d'une thèse, apporter le petit sujet qui n'est pas écrit sur le bouquin. Et vraiment essayer d'apporter vraiment la petite notion supplémentaire qui connecte toutes ces notions entre elles et rendre finalement le cours actif. Parce que le problème du PowerPoint, pour moi, c'est de rendre le cours trop passif à partir du moment où on commence à le lire. On est passif totalement. Pour avoir été étudiant et voir ces PowerPoint, moi, je me suis retrouvé dans des états où j'ai dit, ouais, il est en train de me lire le PowerPoint, c'est bon, quoi. Non, mais clairement. Et Et ça, quand on est enseignant, pardon, là c'est le volet enseignement, on le voit quand on n'est pas bon, hein, ça décroche. Ça prend plus de notes, enfin voilà, il faut qu'on soit attentif à ça. Et c'est vrai que le passage de slide, malheureusement, appelle plus facilement à ça. Alors évidemment, des gens qui n'écoutent pas en cours, il y en a toujours eu, mais le support, en plus, avec un support qui est imprimé ou sur une tablette ou sur l'ordi, donc ils peuvent le regarder chez eux, appelle potentiellement, encore une fois, hein, c'est pas une règle universelle à ne pas venir parce qu'on se dit qu'on a le PowerPoint, c'est ça. à pas prendre de notes ou pas écouter, donc effectivement autant ne pas venir. Mais c'est voilà, c'est subtil, c'est pas si simple. C'est pour ça que moi j'aime bien écrire. Alors j'ai en général des supports parce qu'il faut donner des supports, et j'ai un peu tout testé. J'ai fait des supports à trous. Je donne que des supports à trous aux étudiants et s'ils n'écoutent pas, ils ne peuvent pas les compléter. Bon, j'en suis un peu revenu, mais je complète toujours par je prends la craie, j'écris des choses qui ne sont pas sur les supports. Puis Non, mais c'est c'est pas pour super piéger. intéressant. Et puis c'est pas pour piéger, hein, Oui, c'est bien pas pour sûr. dire faut que vous veniez en cours, machin. Non, 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 c'est pas ça. C'est qu'il y a des trucs qui s'écrivent pas en vrai sur un support PowerPoint. C'est au moment, on va écrire l'équation peut-être un peu. Alors une équation, c'est une équation, mais la manière dont on va l'amener, ça sera un peu différent de Tout à fait. d'habitude pour plein de raisons. Parce que d'abord, un étudiant nous aura posé la question qui va bien ou qui va pas bien, mais qui nous pousse dans nos retranchements. Donc on va la présenter de manière un peu différente. Bon, voilà, mais bon, tout ça, Non, c'est en super fait, c'est de la intéressant. pédagogie. C'est C'est de vrai la que c'est pédagogie, la tout à pédagogie. fait. C'est de la pédagogie. Et je pense que ça vient, et en fait, je pense que la pédagogie elle ne vient pas que de l'enseignant, elle vient également de l'étudiant
qui doit faire ce travail également d'apprendre en fait à apprendre, d'apprendre à apprendre. Voilà, c'est ça et à emmagasiner de l'information. Je pense que c'est des deux camps. Je suis pas là, je démonte personne, hein. Je pense que vraiment c'est un travail des deux camps et de savoir, mais je trouve qu'effectivement l'outil PowerPoint derrière pour avoir un bouquin, la notion de livre, de bouquin et après derrière apporter des informations qui créent la connexion et quitte à avoir ces étudiants autour de soi, c'est-à-dire pas avoir un cours magistral, vraiment avoir tous ces étudiants autour de soi qui prennent des notes, qui sont debout ou assis comme ils le souhaitent en fait et qui notent les cours et je trouve ça, je pense qu'il faut un peu revenir au temps, vous savez, de Socrate, de tous ces temps de ces philosophes et je pense que ça ferait du bien aux gens. En vérité, je pense que les gens, ils ont besoin plus d'humanité qu'autre chose. Et je pense que c'est ça qui est le fil conducteur. Ben, c'est super intéressant. On a dérivé sur ça, mais ça a été autant aussi passionnant et attrayant en fait de parler de la pédagogie qu'également de parler des matériaux. Du coup, donc, dans tout ça, ce qui est intéressant, c'est de se poser cette question d'état d'esprit. Et là, on va revenir un peu vers la recherche. Et Christophe, est-ce que tu as un état d'esprit particulier sur la recherche? Donc, par rapport à tout ce que tu as mené comme activité, euh, tu nous as déjà donné finalement cet état d'esprit que tu avais en tant qu'enseignant. Et là, en tant que chercheur, est-ce que tu as... Quel est ton état d'esprit par rapport à ton secteur, par rapport à ce que tu défends Oh, et tes difficultés, les points forts de tout ça, en fait? Alors, moi, ma recherche, j'ai toujours eu besoin de me dire que ce que je faisais allait servir à quelque chose. Et au-delà, en fait, d'apporter des explications nouvelles et des compétences nouvelles, puisque c'est quand même ça la recherche, c'est expliquer des phénomènes, monter en compétences. J'ai tendance à dire, moi, que j'apprends tous les jours, c'est-à-dire que quand je demande à un étudiant thésard d'essayer telle manip ou que c'est lui qui me propose telle expérience, eh ben on apprend et on apprend tout le temps et on est toujours, il faut être toujours très humble devant un résultat de recherche et toujours se dire, évidemment, si j'ai fait faire la manip ou si je fais la manip, c'est parce que je ne suis pas potentiellement sûr du résultat que ça va donner. Et alors évidemment, si le résultat que ça donne, c'est celui que j'attendais, je suis assez content de moi parce que je me dis que j'avais bien vu. Et puis si c'est pas le cas, ben voilà quoi. Hier, comme je le disais, dans un jury de thèse. Il y a eu des portes que l'on a ouvertes, des portes que l'on a fermées, et puis il y a des choses qu'on n'a pas comprises, et donc la porte est restée entrouverte. Et voilà, il faut être très très humble par rapport à ça. Pour revenir à ta question, moi, mes recherches, souvent, effectivement, ont été pilotées par un questionnement d'utilisation finale. Et le but, ça a toujours été de me dire comment ce que je sais en termes de compétences très amont, vraiment scientifiques et techniques, comment ça peut apporter quelque chose pour que l'usage soit meilleur ou pour comprendre pourquoi finalement tel usage ne semblait pas pouvoir se faire avec tel type de matériaux. Et par ailleurs, mais ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, essayer toujours d'améliorer la mise en œuvre de quelque chose en disant on va essayer de développer plus vite parce qu'on a compris. Et donc mettre derrière, utiliser pardon, quelque part la théorie, les équations pour préparer au résultat expérimental et en se disant on va plus vite vers le bon résultat parce qu'on a su calculer en amont ce que devait être le matériau idéal. Alors là, je parle plutôt effectivement parce que c'est plus mon métier, on va dire, de mélanger plusieurs matériaux pour arriver à une propriété d'usage. Les adhésifs sont souvent effectivement des matériaux qui font l'objet de mélanges. Il y a une base polymère, on va rajouter des choses qui vont lui apporter un peu plus de collant ou pas. On va lui apporter un peu d'huile pour que la mise en œuvre soit plus aisée, puis ça va être des charges, et tout ce que je dis là, je le dis sur les adhésifs, mais c'est vrai aussi pour les composites et les matières plastiques de manière générale. Et donc, bien comprendre la relation, parce que c'est ce qui a vraiment... D'abord, j'ai été formé comme ça, je m'y suis retrouvé,
la relation entre la structure à une échelle vraiment, Et tu la vois, propriété. de la chaîne macromoléculaire, voire plus petit que la chaîne macromoléculaire, les propriétés, et j'y rajouterai derrière l'usage, quoi. Ah là, je suis trop content. C'est ça, structure propriété, c'est exactement ça. Et on est toute une communauté dans le monde des polymères à être bien évidemment biberonné à ça, mais ça marche bien. Et c'est toujours intéressant quand on va voir quelqu'un où on a fait un petit calcul avant et en disant, ben voilà, j'ai fait un petit peu les calculs avec votre cahier des charges, voilà ce qu'on devrait avoir. Alors après, bah, moi, je ne sais pas faire parce que je n'ai pas en magasin les choses qui vont bien. Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être que j'invente une structure différente. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, je vais aller voir mon collègue chimiste en lui disant, mais regarde là, machin. Mm. Et puis voilà. Et ça je trouve que la Ouais. démarche, elle est intellectuellement Ouais. hyper robuste. Et là où j'ai pris beaucoup de plaisir, et j'en prends encore, je parlais de dichotomie, et loin de moi l'idée de porter un jugement de valeur à une approche dichotomique. À un moment donné aussi, il y a des fois, on n'a pas de solution, hein, Ouais, tout à et fait. donc ben, il faut bien faire un peu d'essais-erreurs. Mais apporter, mettre le petit caillou dans la chaussure du formulateur, ou en disant, mais tu vois, peut-être que tu aurais pu aller plus vite. Et tu vois, là, tu as rajouté un petit perlimpinpin de trucs, où tu l'as. Pourquoi? Oui, tout à fait. Et la personne dit, bah, je ne sais pas, mais si c'est là, c'est que ça doit servir à quelque chose. Bon, on va essayer de comprendre. Bien Voilà. sûr. Mais il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je Oui, dis, tout à encore une fait, tout à fois, fait. parce qu'on est loin enfin, je veux dire, moi, je ne sais pas appuyer sur un bouton, et quelqu'un vient me voir en disant, j'aimerais faire ça, j'appuie sur un bouton, ben, je dis, bah, il faut que tu fasses ça. Ça Oui, oui, n'existe pas. oui, tout à fait. Mais se nourrir de tout ça. Et j'ai eu la chance d'être dans les polymères dans les années 90. On montait vraiment en puissance. Finalement, le concept de la reptation de deux gènes, commençait à bien le comprendre. Il était vraiment admis. Et là, il y a eu plein d'équations phénoménologiques, des équations de comportement qui nous ont permis, nous physiciens des matériaux, à apporter des solutions sur de l'usage, et puis bien évidemment de la vraie compréhension scientifique. Moi, j'ai la Mm. chance d'avoir quand même quelques publications qui ont fait avancer des choses en termes de compréhension au niveau, enfin, en tous les cas, je l'espère, au niveau des adhésifs, en particulier thermoplastiques. Mhm. Voilà, tout ça n'est pas, à mon avis, découplé. Et ça a été un peu le fil conducteur. Et moi, j'en ai besoin de toujours me raccrocher Ouais, à ces deux côtés-là. je comprends très bien. La structure d'un côté, l'usage de l'autre, et Ouais, entre les deux, on essaye de créer de structure la relation. propriété. Ah là, tu as su me parler, Christophe. Tu as su me parler. Là, pendant tout ce temps-là, j'ai bu tes paroles, mais pendant d'ailleurs tout l'épisode, j'ai bu tes paroles, mais là encore plus. Et là, Non, mais c'est. on est dans le feu de l'action. Là, Ah on est ouais, vraiment matériaux. Là. ouais. Incroyable. Ben, merci Christophe. En tout cas, là, je te propose de passer donc au dernier pan de notre entretien. Là, on va se concentrer sur toi, vraiment. Donc, on va revenir finalement comme au début de l'épisode, mais on va vraiment se concentrer sur toi. Et je vais commencer par une première question en termes de rétrospective et de perspective personnelle et d'évolution. Et je te pose cette question. Christophe, comment tu penses que toutes ces expériences t'ont enrichi? Et surtout, qu'est-ce que tu attends de toi, en fait, en tant que personne, pour la suite? C'est une question super difficile, parce qu'en plus, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on l'avait dit en off, j'ai un petit peu dérivé du métier de chercheur et du métier d'enseignant en m'impliquant dans la vie de mon université d'un point de vue administratif, mais parce que je suis persuadé enfin, je suis persuadé, je suis évidemment pas le seul, la recherche amène des solutions aux problèmes d'aujourd'hui, aux problèmes de demain. La science est un point essentiel. Elle est controversée. Il y a eu beaucoup d'événements ces derniers temps qui ont un peu mis à mal cela. Les scientifiques sont secoués, et pourtant, la science est incontournable pour expliquer les phénomènes, pour essayer de trouver des solutions. C'est incontournable. Et si je me suis engagé administrativement au sein de l'université, là aussi, c'est de la rencontre. Je sais pas, je pense que je dois être. Alors, je ne vais pas le dire comme ça parce que je suis chanceux, en fait.
j'ai eu la chance de croiser des gens à chaque fois qui étaient bienveillants et, qui m'ont fait des propositions où on a su discuter et m'engager administrativement au sein de l'université. Ça a été aussi pour moi l'occasion de faire passer un message de la recherche comme source des innovations de demain. Alors, je pense que beaucoup de gens qui vont nous écouter vont dire, ben oui, mais Christophe, c'est tarte à la crème ce que tu dis. Ouais, c'est tarte à la crème, mais ce qu'on appelle les innovations de rupture qui viennent du monde de la recherche, c'est un sujet et on en parle beaucoup, y compris au niveau de l'État aujourd'hui sur ces sujets-là. On est un grand pays de recherche. Il faut que cette recherche, elle dépasse les frontières de l'université et elle trouve quelque part leur marché. Pardon de parler comme ça, parce que dès qu'on parle marché, on parle économie et que ça peut heurter certaines personnes en reliant la recherche et l'économie. Mais moi, je suis assez persuadé qu'il faut qu'on accentue les relais et les passerelles autour de ces sujets-là. Les plus grandes technologies proviennent effectivement d'une compréhension des phénomènes et derrière, il y a souvent beaucoup de recherche et on ne le sait pas toujours. Voilà, mais il y a des fois aussi des choses que l'on ne transfère pas parce que c'est oublié alors que ça aurait pu être bien. Il y a un vrai sujet. Et donc moi, l'innovation, pareil, l'université en relation avec le monde industriel, je dirige un laboratoire commun avec les laboratoires Urgo, les industriels voient des choses et moi, il y a des sujets de recherche qui ont été inspirés bien évidemment par la discussion que j'ai avec les industriels. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas la science infuse. Et alors, la science infuse, c'est-à-dire on peut avoir des sujets de recherche totalement ouverts et pour acquérir de la connaissance, et ça c'est indispensable. Il ne faut surtout pas que ça change parce que c'est comme ça qu'on avance. Mais par contre, explorer des pistes parce que un tel a été questionné par un phénomène qu'il voit sur le terrain, c'est aussi très inspirant. Et moi, je me suis beaucoup monté comme cela. Et j'ai voulu aussi intervenir dans l'administration de l'université pour faire passer des messages et mettre de l'huile dans les rouages sur ces sujets-là. Et je loue les présidents successifs qui m'ont fait confiance à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire. Et après, on en a suffisamment parlé. Comment je vois ma vie de chercheur, ma vie d'enseignant. Enfin, je pense que je ne vais pas en dire plus parce que c'est relativement simple. Alors vis-à-vis de ma personne. Voilà, c'est ça le plus important aussi. Voilà, alors, je suis toujours subjugué parce qu'en fait, je pense que les chercheurs ne savent pas parler de ce qu'ils font. Oui. Et moi, je le vois avec mes amis. Dis, mais tu es prof à la fac? Ouais. On ne dit plus la fac, on dit l'université quand même. On dit faculté, c'est voilà. Mais bon, alors ça, c'est le premier truc. Ah bon, pourquoi? Voilà. Et tu fais quoi? Tu fais des cours? Je dis oui, mais je suis aussi au labo. J'étudie des phénomènes pour essayer de les comprendre. Et ça, c'est parfois plus difficile à faire passer. Oui. Alors évidemment, quand on est avec des amis, ils prennent le temps de vous écouter, il n'y a pas de sujet. Par contre, je suis toujours un peu étonné. On arrêterait les gens dans la rue en disant c'est quoi les chercheurs et à l'aune de tout ce qu'on a dit, les événements, ce que les gens voient, la manière dont les chercheurs des fois s'expriment, notre métier est parfois assez peu connu par le grand public. Et voilà, et bon, c'est comme ça, et je comprends. J'y travaille aussi. Et là, tu vois, ce qu'on fait aujourd'hui, ça participe aussi d'une action qui est de mieux faire connaître la recherche. Et aujourd'hui, alors, c'est plutôt très bien parce que les universités s'en sont emparées avec un label qui existe et qui s'appelle Science avec et pour la société, c'est-à-dire mieux faire connaître ce qu'est la science, ce qu'est le métier de chercheur, ce que l'on fait dans les laboratoires. Dès qu'on commence à parler laboratoire, c'est ça. Voilà, c'est les rats de laboratoire. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça, on va pas se mentir, c'est ça. Et le but, c'est de démystifier ça. Et c'est vraiment l'objectif de ce podcast, c'est vraiment de démystifier ça, reconnecter le savoir-faire à la théorie.
C'est vraiment ça en fait, parce C'est qu'il y a ça. il y a le pan de ce podcast, après il y a le pan d'Alexandre Créatif, qui est plutôt notre atelier de création, où nous on essaye de créer des objets un peu farfelus, ce qu'on aime en fait, mais en vous apportant tout, tout le savoir-faire en fait, C'est c'est-à-dire ça. vraiment pourquoi, qu'est-ce que c'est cette opération de soudure, et la soudure c'est quoi, est-ce que c'est avec apport, sans apport, c'est quoi la différence avec une brasure, pourquoi, quels sont les types de procédés, comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est ça on veut essayer de faire commune, Mais partager. C'est c'est super intéressant. c'est marrant parce que le métier de chercheur, alors De Gaulle avait dit des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Je pense que. Mais c'est vrai qu'il faut aussi se regarder, c'est-à-dire que quelle est l'image que l'on a auprès du grand public. Je le disais, d'abord parce que je pense qu'il est important de faire passer des messages pour que plus de jeunes soient aussi attirés par les métiers de la recherche, se dire que ça sert. Euh, et j'avoue que peut-être que je m'y prends mal, mais moi, le- ma position, quand je parle avec des amis ou avec la famille, je prends assez vite le volet, mais je travaille avec des gens qui font. Euh, mais je participe à faire, en fait. Voilà. Alors, peut-être que c'est pas la bonne solution parce que j'ai aussi, et il faut le dire, que faire de la recherche pour la recherche, faire de la recherche pour mieux comprendre les choses, pour explorer avec la liberté que doit avoir le chercheur pour explorer à peu près tout, dans des limites éthiques, déontologiques, bien évidemment. Moi, je fais passer ce message aussi à mes copains en leur disant, mais vous savez, laissez-nous chercher parce que ça servira un jour et que quand vous vous posez des questions, que vous êtes devant un mur, eh bien, si on n'y a pas pensé en amont, eh ben, le mur, il va être tellement dur qu'on va jamais pouvoir passer au travers. Et la recherche, elle est là pour faire tomber des barrières, etc. Donc, il faut qu'il y ait les deux, il faut que ça cohabite. Et cela dit, ça cohabite bien. Mais c'est plus difficile à faire comprendre au grand public qu'un chercheur doit travailler simplement enfin simplement entre guillemets, pour acquérir de la compétence, acquérir des nouvelles connaissances qui, aujourd'hui, on n'en voit pas l'utilité, mais dont on sait pertinemment que demain, ça servira. Et Mm. puis, à la limite, ça ne sert à rien, c'est pas grave. Ça nous structure le cerveau, ça nous structure nos approches, ça nous structure nos réflexions, y compris en tant qu'être humain. Enfin, je veux dire, voilà, moi je suis sûrement moins fougueux qu'à 25 ans, mais, mais, mais en tous les cas, je, j'essaye d'avoir le moins de barrières possible dans les sujets d'études et de recherche que je peux avoir, encore une fois dans les limites de la déontologie, mais moi dans mes domaines, quoique, à partir du moment où je commence à toucher à l'humain, parfois des questionnements. Parce qu'il y a un truc que je n'ai pas dit, je finirai là-dessus, Mike, c'est toutes ces années d'analyse, de poser des pansements sur de la peau, moi, je me suis posé la question de savoir si on maîtrisait bien ce qu'étaient les propriétés mécaniques de la peau. Et la dernière thèse là, qui va se soutenir fin décembre là, dans mon équipe, c'est ça. Mais un petit appareil au point, ça existe, mais on a fait un peu différemment. Un appareil qui mesure les propriétés viscoélastiques de la peau. Et tu as parlé du G seconde tout à l'heure. Pour les gens qui nous écoutent, le G seconde, c'est toute l'énergie qui serait dissipée, voilà, hein, et donc on récupère jamais parce que c'est de la chaleur et on récupère pas. Il dit, tiens, c'est bizarre, je déforme le matériau, je lâche, il revient pas au départ. Ben non, parce qu'il y a une partie qui s'est dissipée, voilà. Et la peau est un matériau viscoélastique. Il y a des choses qui ont été faites et j'ai voulu apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. Donc, on verra ce que ça donnera. Mais voilà, c'est ce cheminement. Les adhésifs sur la peau, même avec Éric Papon de l'Université de Bordeaux, du LCPO, même labo que Étienne, euh, on, a, euh, on a un brevet sur des cols chirurgicales. On avait été approché par un, un chirurgien cardiaque il y a quelques années et on s'est penché sur, qui nous dit, voilà, des fois, je répare des cœurs et des fois, les tissus sont tellement abîmés que la suture ne tient pas.
Donc, la seule solution, c'est la colle. Et aujourd'hui, les colles existantes sont des colles qui sont sur étagère et ça ne marche pas ou ça ne marche pas assez, etc. Et donc, on s'est penché là-dessus, fait une petite colle photopolymérisable, un petit peu comme les dentistes. Voilà, ça vit sa vie. Et je trouve ça redoutablement excitant en fait de relier aussi l'humain derrière. Mais par contre, c'est vrai que ça pose des questions. On se dit, mais attends, parce qu'en plus, les chirurgiens, quand ils vous disent, bah oui, bah, il est mort, ça n'a pas marché. Mais attends, il est mort. Alors, Quand même. je le dis aux étudiants maintenant, bah, je dis, on a fait des Wow. études sur des souris. Bah, je mets une photo, je dis, bah, la souris, elle est morte. Alors, les étudiants, ils pleurent. Je dis, mais il ne faut pas pleurer parce que malheureusement, mais ça pose des questions d'éthique. Ouais. Voilà. J'en parle, je ne voudrais pas que les gens pensent que je n'ai pas de cœur, mais les Non. chirurgiens, en l'occurrence, le chirurgien, eux, ils ont la personne, ça marche ou ça ne marche pas. Oui, je comprends. Et alors moi aussi, au début, j'étais heurté quelque part pas par son discours, mais il n'est pas détaché, c'est qu'il est dedans. Et voilà, moi, j'ai fait mon métier avec des matériaux, mais il y a des gens derrière. Oui, tout Et à fait. là, c'est pas comme je le disais au début sur les poches de stomie, sur les pansements. Là, on se dit, finalement, c'est super important ce qu'on fait. Alors, OK, alléger les avions pour qu'ils consomment moins, c'est important. Et Oui, on le bien voit sûr. bien aujourd'hui, COP28, machin, OK. Oui, oui. Mais là, c'est nous, quoi. Et alors, en Oui. plus, il suffit qu'il y ait une petite anecdote personnelle parce que on a un enfant qui est concerné, un papy, une mamie, que Mm. sais-je. Là, ça devient carrément, c'est nous, quoi. Enfin, voilà. Et donc, ça peut des fois interroger, en disant, mais il faut que tu sois meilleur, il faut que tu trouves la solution. Et là, ça nous transcende, entre guillemets, hein, mais on a envie. On se dit, Oui. mais oh les gars, il faut y aller, là, il faut trouver, essayer ça, essayer ça. Ouais. Et c'est le côté très passionnant de notre métier parce qu'on peut ouvrir des portes, enfermer, etc. Bon, voilà, Ouais, non, mais c'est incroyable. Mais c'est vrai que c'est incroyable. J'ai rien d'autre à ajouter. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est c'est intéressant comme perspective, comme effectivement comme motivation et toutes ces clés pour évoluer et pour devenir meilleur. Parce que la science, pour moi en tout cas, c'est fait pour devenir meilleur. Parce que la espérons-le. science, voilà, je l'espère, parce que la science, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est qu'une une interprétation, c'est qu'une compréhension des phénomènes et c'est ce qu'on en fait derrière qui lui donne cette propriété. On va C'est dire ça ça. comme ça. C'est ça qu'on va arriver j'allais dire à la solution, mais oui, c'est peut-être une solution. Peut-être que tu vas me définir comme étant une solution, je ne sais pas. Mais si tu serais un matériau, lequel serais-tu et comment tu te définirais-tu? Alors, je trouve extraordinaire cette question. Alors, le matériau que je vais citer est tout sauf une solution. Mais il m'a subjugué et je pense que c'est pour ça que j'ai fait des polymères. Alors, je ne suis pas sûr que M. Sotiropoulos nous ait présenté ce polymère-là, mais je l'ai rencontré au fil de ma vie. Et je vois toujours les yeux ébahis des étudiants quand je leur le montre dans un carton. En fait, c'est un matériau très bête, hein, ça s'appelle du polyisobutylène. Matériau qui peut avoir, donc c'est un polymère, voilà. Si la masse est grande, il est costaud à température ambiante. Si la masse est petite, il a plutôt tendance à s'écouler. Donc, il est très versatile suivant ses propriétés, sa structure physico-chimique. Il est transparent. Et donc, quand on ouvre un carton de polyisobutylène, il est dans un carton siliconé pour ne pas s'écouler. On ouvre, on a l'impression d'être devant un seau d'eau. Et ce matériau-là, quand on le prend, on en prend un bout. Alors, j'en ai plusieurs seaux. Quand je leur fais des TP, j'en prends un de bas poids moléculaire, je le prends, il se retire assez facilement. Je fais une petite boule avec mes doigts, je la fais rebondir, je la pose, on revient 1 heure après, elle s'est écoulée. C'est les polymères. Pour moi, ça, c'est les polymères. Et les étudiants, ils sont là et je dis, eh ben ça, vous voyez, c'est la base polymère du chewing-gum que vous avez. Alors du coup, je dis à l'étudiant, toi, ton chewing-gum, tu vas le jeter à la poubelle parce que j'aime pas que tu mâches quand je parle. Voilà. C'est des éponges à sucre, c'est des éponges à colorant, Berk. Mais
ce matériau est magique, il rebondit, il s'écoule, on lui tire dessus très vite, il casse. Enfin, tu vois de quoi je veux Équivalence parler. Le polymère temps-température. dans toute sa splendeur. Et, et le fait qu'il soit transparent comme l'eau claire, c'est magique. Ouais, tout à fait. C'est magique parce que je vois les jeunes, ils mettent le doigt, ils ne savent pas si quand ils vont mettre le doigt va pénétrer à l'intérieur du matériau parce que ça serait de l'eau ou pas. Mhm. On ne voit pas la différence. Et d'ailleurs, ça me donne l'idée que je pourrais un jour mettre un seau d'eau, un seau de polyisobutylène et voir leur réaction, tu vois, qu'il n'y ait pas d'onde pour qu'ils Oui, s'aperçoivent que oui, c'est de oui, l'eau tout à à côté. fait. Voilà, et c'est lui, parce que lui, il me parle polymère. Quand je le vois et quand je le fais s'écouler ou pas, je vois le plat de spaghettis sur lequel je tire dessus. Eh Et oui, après, je peux, tout à fait. et voilà, alors c'est la solution de rien, parce que évidemment, matériaux, base fossile, enfin voilà, chaîne carbonée, mais peu importe. Pédagogiquement, il est extraordinaire et je pense que c'est lui, quelque part, qui m'a fait aimer les polymères et je le garde toujours très précieusement auprès de Bah, d'accord. moi. Eh ben, c'est C'est mon ok, doudou. En fait, je, c'est mon doudou, le polyso. je prends cette réponse, d'accord. Donc, ok. Voilà. Je Alors, prends c'est cette marrant parce réponse. que j'ai été inspiré par la réponse d'Étienne à cette question. Il Oui, dit, ouais, ça fait 20 ans, enfin 20 ans, pardon, Étienne, peut-être que ça fait que 15 ans que j'étudie le polyéthylène. Et donc, le matériau, c'est le polyéthylène avec tout ce qu'il fait derrière pour oui, le rendre vertueux, avec toutes les questions. Il tout est à très fait. sensible à ça. Polyéthylène, polypropylène, 54% en volume, des polymères de grande consommation. Qu'est-ce que ça Mm, devient? mm. Il est extraordinaire, Étienne. Il s'est Oui. posé toutes les questions. Il a un recul énorme sur ce matériau, mais ça reste ce matériau. Ouais, tout à fait. Voilà, je trouve ça Je super. comprends. Ben, c'est une réponse valable. Je l'accepte, monsieur. Ouf, Je quelle l'accepte. chance. Je l'accepte. Ben, on arrive à la fin de cet entretien. En tout cas, moi, je suis très enthousiasmé. J'ai vécu un rêve comme si j'ai vécu un rêve. Là, c'est 1h20 d'entretien, on a eu. C'est Ouf. passé, c'est passé d'une vitesse incroyable. Euh, Christophe, si on doit, on souhaite te contacter. On souhaite te contacter parce qu'on a un nouveau partenariat ou qu'on a envie d'apprendre plus ou que sais-je. Quel est le canal le plus intéressant pour toi pour te contacter? Réseaux sociaux, mail, dis-nous tout. Oh, le mail est le mieux. Je suis pas. J'ai l'âge que j'ai. Alors les réseaux sociaux, je suis pas. J'essaye d'utiliser, mais aux grandes dames de mes enfants, je suis pas très performant. Non, le mail c'est le mieux. Mon mail pro, D'accord. j'imagine que tu l'incrusteras Oui, ou bien tu me sûr. donneras Ça sera donné. avec un grand plaisir. Je suis attentif aux questions qu'on pourrait me poser ou aux discussions qu'on aimerait avoir avec moi, bien Très sûr, bien bien. sûr, Bon, bien bah, sûr. c'est parfait. Bon, en tout cas, merci. Pour tous ceux qui C'est écoutent moi. ce podcast, merci beaucoup de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter, partager. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir vous lire et de finalement d'avoir votre retour dessus, que ce soit pour Christophe ou pour moi. Ça, c'est très important. N'hésitez pas. Donc, si c'est tout sur votre plateforme de podcast Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Ça nous soutient. Ou également sur YouTube, un petit like et s'abonner, tout ça. Vous connaissez la chanson, hein, dans l'ère des influenceurs et des youtubeurs et ainsi de suite. Merci beaucoup. Vous avez également la possibilité de nous soutenir sur le site, voilà, Dromien Matériaux. Merci beaucoup, Christophe. C'était un plaisir, en tout cas, moi, de t'avoir ici. Je suis enchanté et je suis très content qu'on ait pu garder cette connexion aussi également et tout ça. Comme quoi, la science, ça forge des amitiés. C'est ça qui est très important pour moi. C'est toujours ce côté humain qui m'a toujours inspiré dans tout ce que j'ai fait et j'essaye de le matérialiser là-dessus. Christophe, un mot de la fin avant qu'on clôture? Oh ben, un grand remerciement, Mike. Je pense avoir passé un bon moment. On va regarder ça avec une grande attention. Ça sera rigolo de se revoir. J'ai passé un bon moment. Merci pour les questions. Merci pour ce que tu fais là, hein, avec d'autres également. Et je partage aussi le vrai plaisir de t'avoir retrouvé. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. En plus, c'est plaisant parce qu'on se rappelle des bons moments aussi, on se rappelle les rencontres, etc. Ça fait un peu d'introspection. J'ai trouvé ça très bien. Et donc, merci beaucoup. Et au-delà de tout ce qu'on a dit, on a peut-être dit
quelques bêtises, on a peut-être dit des vérités qui heurteront. On verra, mais en tous les cas, un grand merci. J'ai passé un très très bon moment. Merci beaucoup Christophe. Les amis, on se voit pour un prochain épisode. D'ici là, restez sérieux, pas trop quand même, et amusez-vous bien, et surtout, restez curieux, ça c'est le plus important. Merci les amis, et on se voit pour un prochain.